Alors, entreprendre, c'est avant tout un chemin, un mode d'expression, un état d'esprit. Nos 4 prochaines invitées ont entrepris de 1001 manières, vous allez pouvoir le constater. Elles vont tout nous raconter et vous livrer leurs meilleurs conseils. J'ai le plaisir d'accueillir Laurence Fischer, Marie-Claire Capobianco, Absatoussi, elles arrivent, hein, ne vous inquiétez pas, et Samantha Jérusalemi. Montez ici. Bonjour, bonjour à toutes les 4. Bonjour à toutes les 4 et merci beaucoup d'être là. Alors je vais d'abord vous présenter chacune. Laurence, vous êtes triple championne du monde de karaté. Voilà. Vous avez créé l'association Fight for Dignity pour aider les femmes victimes de violences. Votre mot d'ordre, c'est la reconstruction par le sport et vous allez très vite nous en parler. Vous, Absatou, vous vous décrivez comme une businesswoman qui veut conquérir le monde. Vous êtes chroniqueuse télé, mais aussi fondatrice de votre propre marque de cosmétiques. Et vous avez fait des obstacles que vous avez rencontrés dans votre parcours d'entrepreneur, notamment une force pour mieux rebondir. Samantha, vous avez été nommée partenaire d'un des plus gros fonds d'investissement français qui s'appelle Elaya à seulement 30 ans. Votre quotidien, c'est d'accompagner les entrepreneurs à grandir et on a hâte de nous dire que vous nous disiez comment vous faites. Quant à Marie-Claire Capobianco, vous avez fait toute votre carrière chez BNP Paribas où vous êtes devenue la première femme à intégrer le comité exécutif du groupe. Vous êtes aussi directrice des réseaux France, un très très beau parcours. S'il vous plaît, je vous propose de les applaudir très fort. Pour commencer, Absatoussi, vous avez lancé votre premier business à 24 ans, après avoir obtenu un BTS en commerce international. Ça voulait dire quoi pour vous entreprendre à ce moment-là? Quel a été votre déclic? Moi, j'ai toujours eu l'impression d'être entrepreneur. Ça veut dire que le parcours de mon père est mon inspiration. C'est quoi le parcours de votre père? Mon père, c'est un immigré qui est arrivé en France sans papier. Oui. Et pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. Il a tout quitté, il a tout lâché pour offrir un avenir meilleur à ses enfants. L'entrepreneuriat, c'est pas forcément de créer sa boîte, c'est de décider de changer sa vie. C'est ce qu'il a fait et c'est ce qui m'a inspirée. Donc moi, depuis l'âge de 12 ans, je regarde mon père en lui disant « je serai businesswoman parce que je veux honorer ton parcours. Et je veux surtout que tu n'aies pas fait tout ça pour rien. » Donc moi, c'est en tout cas ce qui m'a motivée, ce qui m'a donné... Votre moteur, ça a été ça. Oui, et dans les échecs, dans les difficultés, je me disais « tu ne peux pas te plaindre parce que tu n'as juste qu'à regarder à côté de toi, c'est-à-dire le parcours de ton père, pour te rendre compte qu'il y a quand même plus difficile. » Donc, on va revenir sur vos échecs et vos difficultés. Samantha Jérusalemi, vous êtes donc à la tête d'un fonds d'investissement et Elaya, votre quotidien, c'est d'accompagner les entrepreneurs et les entrepreneurs. On essaye. Hommes et femmes, qu'ont-ils tous en commun? Ils ont une passion, une ambition, une volonté de changer le monde. Et c'est assez rafraîchissant, effectivement. Ce qui rebondit Ils ont tous des backgrounds un peu différents, que ce soit des entrepreneurs ou des entrepreneureux. Mais ils ont tous cette même volonté, effectivement. Alors, on entend beaucoup parler de disruption. C'est un mot un peu galvaudé, mais effectivement, cette volonté de changer l'ordre établi. D'accord. Et alors on parle de la femme aujourd'hui. Schumpeter qui disait qu'entreprendre, c'était changer un ordre établi. Entreprendre au féminin, c'est changer 2 ordres établis, puisqu'effectivement, il y a très peu de femmes entrepreneurs aujourd'hui. On rappelle les chiffres, 30% de femmes entrepreneurs en général, sauf que dans la tech, c'est bien différent. Exactement, 30% de femmes entrepreneurs en général, quel que soit le secteur, et 10% dans la tech seulement. Et c'est toute la chaîne de valeur qui est très peu trustée par les femmes, puisque dans mon métier, on est un peu moins de 5%. On va y revenir aussi. Donc oui, effectivement, très peu de femmes entrepreneurs. Ok. Marie-Claire Capobianco, vous c'est pareil, vous avez finalement, donc je le disais, fait toute votre carrière chez BNP Paribas, mais vous avez beaucoup accompagné les entrepreneurs pendant cette carrière, à tel point que c'est quasiment devenu une passion pour vous, l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui vous fascine tant en fait dans ces parcours-là? Vous avez tout à fait raison de parler de passion et de... En fait, c'est un coup de foudre, parce que je ne viens pas du tout d'un milieu entrepreneurial. Oui, c'est-à-dire quand j'ai démarré... Bon, ma mère était institutrice, par exemple, donc vous voyez, c'est pas du tout entrepreneurial. Et quand j'ai démarré dans la banque, j'ai été très vite en contact, en chargé d'affaires, avec des entrepreneurs de toute nature. À l'époque, il n'y avait pas de start-up, il y avait des petites entreprises, des moyennes, des grandes, dans tous les secteurs. Et j'ai eu un coup de foudre. J'ai trouvé que c'était absolument extraordinaire d'avoir cet état d'esprit que vous avez formidablement illustré,
Il y avait des très belles histoires familiales, parce qu'il y a également le jeu de la transmission qui est très importante. Mais surtout, ce qui me fascine chez l'entrepreneur, et du coup je me sens totalement en face, c'est cette énergie. En fait, l'entrepreneur, il y a une énergie permanente, il y a une volonté, une détermination qui rend capable de passer au-delà des obstacles, qui fait que l'entrepreneur se lève le matin, se couche le soir en ayant toujours autant envie de faire. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et ça fait vraiment bouger le monde, quoi. Alors, donc, si je comprends bien, pas besoin d'avoir fait HEC et d'être forcément incubé dans un incubateur, plein d'étoiles autour de lui pour être entrepreneur, finalement. Même si on reviendra un petit peu sur les difficultés aussi que c'est que d'être entrepreneur. D'ailleurs, Absatou, l'énergie, vous en avez eu besoin pour faire face à des difficultés financières. Vous avez rencontré en 2013, qui vous ont conduit à déposer le bilan, en fait. Sauf que vous avez rebondi. Et puis en 2015, vous avez rouvert une boutique. Je crois que cette boutique vient de refermer, mais en parallèle, il y en a une autre qui a ouvert, sous le Pont des Arts. Voilà, non, 2013. J'ai fermé en 2013, ouais. Effectivement. Moi, ce qui est important de dire, c'est que quand vous avez trouvé cette énergie-là voilà, de rebondir. Exactement. Ce qui est important de dire, c'est qu'on éduque les entrepreneurs en leur disant qu'il faut qu'ils sachent qu'ils vont vivre des échecs. Chaque personne qui initie quelque chose, qui se lève de sa chaise, qui avance, risque de tomber, de se faire mal. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, c'est quand même vachement dur. Et je ne vais pas dire que ça, justement, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui ont peur de se lancer parce qu'ils vont être montrés du doigt s'ils échouent. Sauf que s'ils échouent, c'est qu'ils ont essayé, donc c'est à saluer plutôt qu'à condamner. Et ce que je veux dire, c'est que la force, moi, que j'ai trouvée, c'est que j'avais conscience dès le départ. Je pense que c'est assez proche du parcours du sportif de haut niveau. On se prépare à la compétition tous les jours. On ne gagne pas tous les jours, mais on ne perd jamais. Parce qu'on repart forcément avec un sac qui est rempli d'expérience. C'est ce qu'il faut apprendre à nos jeunes, c'est ce qu'il faut dire à nos jeunes. Sur le coup, Absatou aussi. Parce que ça, c'est avec le recul, vous nous dites ça. Non, sur le coup, mais l'entrepreneuriat, c'est un saut en parachute. Vous arrivez, vous dites que vous allez entreprendre, les gens vous disent « mais t'es folle ». Pourquoi tu veux prendre des risques? Ça ne va pas, reste assis. Et ensuite, vous décidez d'y aller quand même. Vous avez tous ces gens autour de vous qui vous donnent plein de conseils, en général des gens qui n'ont jamais entrepris. C'est les plus généreux en conseils. Il ne faut jamais les écouter, cela? Il faut écouter, mais on écoute certaines choses et on entend certaines choses. Et là est la nuance. Vous montez dans cet avion qui va vous projeter à 4000 mètres, vous faire monter à 4000 mètres d'altitude, vous avez mal au ventre, vous vous sentez pas bien, vous dites oh là là, mes week-ends, cool, c'est fini. Et c'est exactement ce que vit l'entrepreneur. Jusqu'au moment où la porte s'ouvre, vous êtes à 4000 mètres d'altitude, il faut sauter. Les vrais entrepreneurs sautent, c'est la prise de risque. Chute libre, vous êtes là, vous voyez défiler tout le confort que vous aviez, vous avez toutes les difficultés que vous aviez. Et la chute est importante parce qu'elle répond à votre question. Et vous vous dites, ok, mais je l'ai fait. Moi, j'avais envie de sauter en parachute. Je saute chaque année, d'ailleurs, en parachute, sauf l'année dernière où j'ai eu un bébé. Mais je saute chaque année. Et là, vous avez la chance de sauter en général en tandem parce qu'on ne saute jamais seul dans l'entrepreneuriat. Il y a toute l'équipe, il y a tous les gens qui vous accompagnent. Ouais, ne pas être seul, ça c'est une chose sur laquelle on va revenir. C'est très important quand on est entrepreneur. Et surtout quand vous descendez, à un moment, il y a quand même juste un moment ultra cool où vous êtes au-dessus du monde, vous regardez ce qui se passe, c'est formidable. Ce sont les succès de l'entrepreneur, ce moment est magique, ça vaut le coup. Toutes les difficultés font que ça vaut le coup à ce moment. Et pendant les difficultés, sans doute qu'il faut penser à ce moment-là d'extase. Exactement. Mais l'atterrissage, à 4000 mètres. J'arrête là pour ne pas monopoliser la parole. L'atterrissage, quand on y est bien préparé, on touche le sol, il faut le toucher pour rebondir. On touche le sol avec violence parfois. On touche le sol avec douceur parfois. Parfois, on ne recommencera pas. Moi, quand j'ai touché le sol, je l'ai touché avec violence, mais avec détermination. Et j'ai eu envie de rebondir tout de suite. J'ai remonté ma boîte un mois après. Absolument, bravo. Laurence Fischer, vous êtes donc triple championne du monde de karaté. Vous avez fait 15 ans de carrière dans le karaté. Je crois que prendre les coups, c'est donc... un truc auquel vous êtes habitué depuis 12 ans, l'âge auquel vous avez commencé. Quel lien vous tissez-vous entre sport de haut niveau et entrepreneuriat? Oui, bonjour à toutes et à tous, merci. Alors, oui, j'ai pris des coups, mais j'en ai surtout donné. J'en ai surtout donné. Et quand j'en ai reçu, j'ai analysé pourquoi je les ai reçus et j'ai fait en sorte de ne plus les recevoir, en tout cas de cette manière-là. Donc, vous voyez, rien que ça, c'est cette analyse-là qu'on a en permanence. C'est aussi
Une de vos forces d'entrepreneur ? Exactement, c'est d'être en capacité, avec discernement, d'analyser le travail et le résultat de ce qu'on fait pour continuer, pour faire les choses de manière pérenne et améliorer à la fois notre environnement, qui est, même si ça semble être un sport individuel, on a besoin de l'autre pour progresser. D'abord parce que déjà j'ai quelqu'un en face de moi, donc celui-là est très important, il me renvoie ce que je suis. Et aussi, j'ai besoin d'une équipe, d'un entraîneur, de partenaires d'entraînement, d'un kiné. Et cette équipe-là, effectivement, on en reparlera, c'est très important aussi de s'entourer de bonnes personnes. Ce que vous me disiez aussi, c'est que c'est très important d'allier le mental et puis le corps. Alors, on va y revenir dans votre projet qui s'appelle donc Fight for Dignity. Mais en tant que sportif de haut niveau, voilà, on reste, j'allais dire ex-sportif de haut niveau, mais vous êtes une sportive de haut niveau. Comment est-ce qu'on fait pourquoi c'est important ce tel lien entre le mental et le corps ? Il se trouve que dans les arts martiaux en particulier, on fait ce travail d'introspection qui effectivement passe, on fait cette circulation sans arrêt du corps au mental. Parce que c'est aussi une manière d'être plus efficace. Et puis notre corps, il faut vraiment faire attention aussi à lui. Et je pense aussi quand vous avez des postes à responsabilité ou que vous êtes entrepreneur et que vous managez une équipe, eh bien, si vous ne le respectez pas, ce corps-là, et qu'il vous lâche, eh ben, il ne se passe plus rien. Il se passe plus rien. Nous, c'est notre outil premier, mais donc du coup, si en connexion, on ne fait pas le nécessaire avec le mental, et notamment aussi dans la gestion du stress, dans le fait on doit être performant. C'est notre objectif premier, sans que la médaille soit complètement la finalité, à mon sens, mais puisque je le fais d'abord parce que j'aime, parce que j'aime ce que je fais. Et c'est ce qui me porte aussi et qui fait que... Voilà, et le corps, le mental, tout ça donne une grande confiance. C'est ce que vous essayez d'apprendre et de transmettre à donc, ces jeunes filles en République démocratique du Congo et en France, ici, avec la Maison des Femmes. Vous leur transmettez votre savoir. Elles ont subi des violences, des viols. Racontez-nous un peu ce combat-là. J'ai rencontré le docteur Mukwege, qui est appelé l'homme qui répare les femmes. Il faut savoir qu'en RDC, une envoyée spéciale de l'ONU en 2011 a noté que malheureusement c'est plus de 1100 femmes qui sont violées chaque jour et c'est un des pays qui comprend le plus grand nombre de femmes violées parce que impunité, parce que c'est des zones de conflit, parce qu'il y a des intérêts miniers qui sont très très importants. Et le docteur, malheureusement, est devenu un expert dans la réparation, la réparation physique. Et il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient à nouveau violées parce que, comme je vous l'ai dit, le viol est impuni. Et il a fait un travail holistique, donc d'accompagnement global de ces femmes. Et dans ce cadre-là, à ma très grande surprise, le corps n'était pas pris en charge en post-opératoire, c'est-à-dire que, et de manière globale, je constate que sur une agression physique, il n'y a pas de réparation du corps. Du rapport au corps. Au corps. Donc moi, ce que je fais à travers la pratique du karaté et du foot au Congo, ici à la Maison des Femmes de Saint-Denis, c'est le karaté. On a mis en place un programme de sport accessible, adapté, où finalement la pratique spécifique du karaté et du foot ne correspond qu'à 20 minutes de pratique. Tout le reste, c'est je me réapproprie, j'emploie les mots, je parle du vagin, de l'anus, du périnée, sans aucune gêne. On travaille beaucoup sur la respiration, on travaille sur la relaxation. C'est des femmes qui ont le corps extrêmement tendu, qui font du déni. Non, il m'est rien arrivé. Sauf que ce corps, on le remet en action, on se le réapproprie. Et vous avez accompagné jusqu'à présent 80 femmes. Vous avez vocation à vous étendre de manière exponentielle. C'est l'objectif, effectivement. De modéliser, de dupliquer ce qu'on fait à travers des disciplines qui existent, des disciplines qui sont même olympiques. Ouais. Parce qu'aussi, pour en revenir à l'exemplarité, qu'ici, entrepreneuse, vous êtes, qu'ici, nous sommes, c'est de dire qu'il y a des championnes aussi, et qu'être championne, c'est possible pour une femme,
Et c'est possible pour tout le monde. Et que pour des femmes qui sont en reconstruction, qui sont vulnérables, d'avoir un exemple d'une femme championne, l'exemplarité et l'identification est très importante. Et ça peut être une très grande motivation. C'est pour ça que toutes les entrepreneuses qui sont qui sont là aujourd'hui, on est des exemples. Je sais que je le suis, j'en assume la responsabilité. Et je peux vous croire que derrière, ça crée des vocations. Et Fight for Dignity est né parce que justement, j'ai 3 femmes par an à Bukavu qui me disent « je veux transmettre, je veux que les femmes… » Et devenir indépendantes financièrement au travers de ce projet-là. Bravo, honnêtement, c'est impressionnant et ça mérite vraiment tous vos applaudissements. Merci. Marie-Claire Capobianco, est-ce que dans les entrepreneurs qui sont accompagnés, je sais que vous avez un prisme particulier sur l'entrepreneuriat féminin, vous avez d'ailleurs sorti un guide avec Martine Liotto. Est-ce que vous voyez de plus en plus d'entrepreneurs qui ont, comme Laurence, ce sens chevillé au corps? Alors là, oui, franchement, je trouve que c'est très, très encourageant pour l'avenir. Moi, j'ai tendance à voir le verre à moitié plein. Je pense que c'est la meilleure façon d'avancer. Et je trouve qu'il y a d'entrepreneur, ça aussi, non? Oui, exactement, oui, bien sûr. Et je pense qu'effectivement, il y a d'une part cette prise de conscience du rôle d'exemple à jouer, du rôle d'accompagnement également, et avec une vraie volonté d'apporter quelque chose. La volonté de valeur, au bon sens du terme, à apporter, je pense que cet impact, il est de plus en plus recherché. Je trouve que c'est d'ailleurs le mouvement que l'on voit le plus se dessiner, c'est une vague de fond qui est en train de sortir du monde entrepreneurial et c'est très encourageant de voir ça. Donc oui, je trouve qu'effectivement, vous avez raison, il y a de plus en plus d'entrepreneurs et de femmes entrepreneurs, puisque là on est ici pour pousser l'entrepreneuriat féminin, de plus en plus qui veulent accompagner les autres, et donner l'exemple, donner du sens, donner à leur action. Mais ce n'est pas un exemple d'orgueil, pas du tout, absolument pas, c'est un exemple d'humilité, mais d'humilité en disant oui mais c'est possible. Absolument. Donc je parle parce que je veux vous montrer que c'est possible, le jeu étant bien sûr collectif en l'occurrence. Oui, oui, tout à fait. Samantha, vous êtes d'accord avec ça? Vous, dans votre portefeuille? Je vais passer pour la pessimiste de la bande. Mais c'est super, il faut tout pour faire un monde. Moi, ça fait 10 ans que je fais ce métier. Il y a toujours un peu moins de 5% de VC femmes. Un peu moins de 5% de venture capitalist femmes, donc de femmes investisseuses. Oui. Ça bouge pas et ça bouge dans le mauvais sens. Et entrepreneurs au féminin dans la tech, on a à peu près 10%, un petit peu plus de 10%. Mais là encore, pour être co-directrice d'une association qui s'appelle Starter et qui aide à promouvoir l'entrepreneuriat féminin dans la tech, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal d'obstacles. Et peut-être que, pour nuancer tout ça, l'entrepreneuriat, c'est effectivement commencer sa boîte, prendre des risques. Mais l'entrepreneuriat, c'est un mindset. C'est-à-dire qu'on peut évidemment entreprendre en étant dans un grand corporate, en ayant ce mindset d'entrepreneuriat. Type BNP Paribas. Moi, je ne me considère pas comme entrepreneuse moi-même. J'ai eu la possibilité de l'être. Et quand j'ai commencé ce métier, effectivement, c'est ce que je voulais faire. Je me suis dit… Vous aviez même failli monter votre start-up. Oui, effectivement. Vous aviez 23 ans. J'avais 23 ans. On m'avait proposé de monter une start-up. J'étais bien trop jeune, bien trop naïve. Et moi-même, cette espèce de biais féminin qui dit je ne suis pas capable à 23 ans de monter une boîte, quelle question. Du coup, je m'étais auto-censurée toute seule en me disant que c'était pas possible. Qui est un des obstacles que rencontrent les femmes. Complètement, c'est l'autocensure. On est les principales responsables de ce qui se passe. Oui, alors il y a aussi quand même quelques freins qui sont liés au pouvoir public. Évidemment, évidemment, mais on est largement responsable. Enfin, je me permets. Sans culpabiliser, s'il vous plaît. Oui, exactement. C'est un peu culpabiliser jamais. Et effectivement, cette posture du rôle modèle, nous, c'est ce qu'on essaye de mettre en place chez Starter, de dire il y a plein de rôles modèles. Il faut effectivement essayer d'aller les capter. Et c'est pour ça qu'on met en avant les femmes entrepreneurs tech. Parce que s'identifier à Sheryl Sandberg, c'est bien, mais elle est légèrement trop loin. Elle est un peu loin. Donc s'identifier à des rôles modèles féminins et masculins en tant que femme, on a toutes été un petit peu… On a eu tout un rôle modèle. Moi, la première, c'est ma mère, mon père. Je pense qu'il faut effectivement… Elle faisait quoi, votre mère, Samantha? Elle était entrepreneur. Alors, pas du tout dans la tech, dans le 0.0. Elle avait des boutiques.
Mais je l'ai vu entreprendre, je l'ai vu se lever le matin, rentrer tard le soir, galérer, se poser plein de questions fondamentales. Et vous avez l'impression d'être entrepreneur? Alors, vous nous dites non, pas complètement. entrepreneur, mais complètement, parce chez que moi, Elaya. j'ai abordé ce mindset entrepreneurial, parce que je vis avec eux, parce qu'on les accompagne au quotidien. Quand on investit dans une boîte, c'est resté 5-6 ans avec des entrepreneurs. Il y a effectivement quelque chose qui a un lien qui se crée avec ces entrepreneurs. Oui. Et je le suis parce que Elaya est devenue ma boîte. Moi, quand je suis rentrée chez Elaya, effectivement, je me suis dit, rentre chez Elaya, tu vas voir plein de sujets, tu vas créer ton réseau et tu auras la bonne idée. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça, puisqu'en voyant ces entrepreneurs, je me suis rendu compte à quel point c'était des génies. Non pas que je ne peux pas prétendre à ce génie, mais c'est une vie à part entière. Et moi, j'ai préféré effectivement prendre Elaya comme ma propre entreprise, puisque aujourd'hui, je suis partenaire au capital. Donc, on se pose toutes les mêmes questions fondamentales qu'une entreprise. Où on se situe en fonction de la compétition, comment on va dépenser en marketing, qui on va recruter pour complémenter l'équipe existante, toutes les mêmes questions et qui on sera dans 10 ans et dans 20 ans. Quand on s'implique dans un fonds d'investissement, moi je viens de re-signer pour 10 ans avec mes clients. Donc vous êtes, c'est la vraie implication. Donc vous êtes dans ce mindset d'entrepreneur dont vous parliez. Marie-Claire Capobianco, vous avez fait donc toute votre carrière chez BNP Paribas. Vous vous décrivez comme une intrapreneur. Ça veut dire quoi ? Alors, je me revendique totalement comme une intrapreneur, qui est le terme d'aujourd'hui, mais c'est effectivement une question d'état d'esprit. Et on le disait à l'instant, moi je crois que l'état d'esprit entrepreneur, c'est pas attaché au fait d'être effectivement dans sa propre entreprise, c'est d'être attaché à cette volonté de toujours avancer, de toujours se battre, dans le bon sens du terme, et de toujours permettre à ce qu'il y ait un progrès. Et j'ai toujours eu ce sentiment-là. Et quand est-ce que vous avez osé, quand est-ce que vous avez dû vous battre? Dites-nous, parce que ça n'a pas dû quand même être évident de faire votre place dans ce secteur. En fait, je pense que je me suis à la fois battue en permanence, certainement, parce que mais je n'ai pas ressenti l'effort de se battre, parce que j'ai toujours été animée d'une profonde détermination. Et je pense que ma mère, tout en étant institutrice, est une femme qui a beaucoup de personnalité, qui m'a toujours dit « mais tu vas y arriver ». Et je pense que ça, c'est important. Vous voyez, dans les différentes fonctions que j'ai occupées, et à chaque fois, je me suis sentie ma propre chef d'entreprise dans un cadre, bien sûr, de grand groupe, mais j'ai eu ma start-up, j'ai lancé un métier nouveau dans la banque, qui était la banque privée. C'était une start-up, nous étions très peu nombreuses, on a lancé ça. J'ai dû après exporter le modèle pour l'installer dans d'autres pays, d'autres réseaux. Je suis partie donc à l'international. C'est exactement la même démarche. Et quels obstacles vous avez rencontrés? C'est important de le dire aussi. C'est important de dire que tout n'est pas joli quand on est entrepreneur, qu'il y a des difficultés. Absatou, on en a parlé tout à l'heure. Mais j'ai rencontré mes propres obstacles intérieurs. C'est-à-dire que, comme tout le monde et comme les femmes, mais pas que les femmes, parce que les hommes aussi se posent des questions, je me suis posé des questions. À chaque fois que j'ai eu une opportunité nouvelle, d'abord j'ai pris un risque, c'est-à-dire que je pouvais très bien suivre un parcours qui était plus normé, et j'ai accepté de prendre les portes qui s'ouvraient, qui n'étaient pas normées. Quand on crée un métier, c'est nouveau, on peut faire autre chose, on peut se planter. Et en fait, à chaque fois, j'ai eu en moi un doute qui était de dire « mais est-ce que je vais y arriver ?» Je pense que la différence par rapport à d'autres qui ne vont pas au bout, c'est qu'à ce moment-là, je me disais « mais oui, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Pourquoi tu n'y arriverais pas? Pourquoi il y en a qui arriveraient, pas toi ?» Et donc, si vous voulez, mon combat, il était à ce niveau-là, il était assez intérieur, et ça m'a permis du coup d'être en permanence dans la volonté de progresser et finalement d'y arriver. Donc, si vous voulez, ça n'a pas été un combat avec des moments particulièrement compliqués, ça a été une volonté permanente, une détermination permanente, farouche, mais qui est une question d'état d'esprit, et c'est ce qu'il faut avoir. Enfin, le conseil que je peux donner, c'est vraiment d'avoir cette volonté qui suppose de s'investir, de s'engager, de travailler, de faire des efforts, mais d'y croire. Et puis parfois de rencontrer quand même quelques obstacles qui ne sont pas qu'intérieurs, notamment, alors puisque vous êtes toutes les deux des femmes d'argent, excusez-moi l'expression, mais les entrepreneurs parfois rencontrent, vous le disiez, chez les investisseurs aujourd'hui, dans les startups, il y a quoi? Les 5% effectivement de femmes, dans les banques, parfois les retours des start-upeuses ne sont pas très encourageants sur la manière dont elles sont accueillies, etc. Dites-nous d'abord vous, est-ce que vous avez rencontré un banquier qui vous aurait dit « ah non, excusez-moi, mais je ne vais quand même pas investir dans votre projet ». Est-ce que vous avez rencontré ce type de frein financier? Oui, on en a rencontré. L'entrepreneur, c'est nous, c'est pas le banquier. Le banquier, il gère sa boîte, donc il gère son risque. Si vous arrivez avec un dossier qui n'est pas construit, il vous dira non, mais comme tous les partenaires avec lesquels vous travaillez. Donc effectivement, oui. Ça vous est arrivé, vous, qu'on vous dise non? Moi, ça m'est arrivé beaucoup plus souvent qu'on me dise non que oui. J'ai commencé... D'accord, et vos dossiers n'étaient pas construits?
De quoi? Et vos dossiers Non, n'étaient mais pas en fait, construits? il y a quelque chose qu'il faut dire. Tout le monde ne sort pas de grandes écoles avec un réseau pour pouvoir aller monter tout de suite le dossier qu'il faut, pour aller rencontrer les investisseurs qu'il faut. En plus, est-ce qu'on rencontre des investisseurs dès le début? Non. Non. Je veux dire qu'on vient voir des investisseurs. D'abord, il y a une question de coup de cœur, il y a une question de dossier, mais il y a aussi une question de rentabilité du projet. Moi, j'ai été les voir à plusieurs reprises. Avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que si j'avais été à leur place, j'aurais peut-être pas financé non plus. Donc, on arrive souvent à ce constat de dire qu'on met la responsabilité du non-financement sur le banquier ou sur le fonds d'investissement. Oui, en fait, oui, ça existe, mais il y a aussi des gens qui vous font confiance et qui vous soutiennent. Ce que je veux juste dire et qui est important, c'est que moi, quand je suis arrivée, je n'avais pas fait une grande école. Les business plans, c'était un autre monde pour moi. Aller faire l'étude de marché qu'il fallait, c'était un autre monde pour moi. Il faudrait peut-être que les fonds d'investissement abordent différemment les entrepreneurs qu'ils ont en face, parce que ce n'est pas parce que tu as fait une grande école que tu réussis. Absolument. Il y a des jeunes qui ont entrepris aujourd'hui, qui sont des formidables succès de réussite, qui n'ont pas fait de grandes écoles, qui étaient incapables de faire un super business plan, qui avaient pourtant une formidable idée, qui tenait la route. Alors là, il faut s'entourer de meilleurs que soi, c'est faire un bon recrutement, c'est recruter meilleurs que soi. À bon entendeur pour les ouais. fonds d'investissement. Donc c'est important, Samantha, mais les fonds d'investissement à chaque étape, oui. moi je suis en plein dedans. J'ai une croissance aujourd'hui qui fait qu'il faut que je lève des fonds. Et pour lever des fonds, il faut du temps, il faut avoir un super dossier, et il faut aller le vendre, ça prend énormément de temps. Oui. Vous avez fini cette étape, vous levez des fonds, vous êtes déjà dans une autre étape de votre entreprise et vous n'êtes plus parfaitement en phase avec le fonds d'investissement qui est en face de vous, parce que lui, il fait de la croissance, l'autre, il fait du capital risque ou je sais un plus. peu loin, Voilà. ouais, absolument. C'est compliqué. C'est un monde en soi, hein. C'est compliqué. quand même un univers complexe. Samantha, les freins, ils viennent que des femmes? Ça n'existe jamais des investisseurs qui vous disent ah non, là vous allez avoir un bébé. J'ai en tête une entrepreneur à qui on a dit bah, vous reviendrez me voir quand vous serez plus enceinte, quand vous aurez sous-entendu vraiment envie de monter une boîte. Évidemment, il y a des biais et évidemment, il y a des problématiques de mentalité ambiante qui font que quand un homme investisseur voit une femme entrepreneuse, il se pose plein de questions fondamentales, ce qui ne sont pas les bonnes questions. Il devrait se poser les seules questions qu'il doit se poser, à savoir la rentabilité du business, la croissance à terme, l'équipe, la vision, le produit, toutes les questions qu'on se pose. Évidemment, quand une femme rencontre un homme investisseur ou une femme investisseur, elle ne réagit pas aussi de la même manière. Pour les avoir vus, nous, on a construit Elaya, on est 6 partenaires, 3 hommes, 3 femmes. On ne l'a pas fait volontairement, c'est juste les femmes ont amené les femmes. Mais c'est très rare. Moi, je suis rentrée chez Elaya parce que j'ai vu une femme. Sur une trentaine d'entretiens que je passais à l'époque, il y a 10 ans, je rencontre une femme dans l'investissement. Marie Eklund. Marie Eklund, qui aujourd'hui a monté Daphne et, voilà, ouais. Et qui est une investisseuse extrêmement et qui a été brillante. promue, elle, c'est ce que vous m'aviez raconté, elle était et promue quand je rentrais partenaire. effectivement chez Elaya, elle est promue à ce moment-là partenaire alors qu'elle est en congé mat. Et là, je me dis, bon, il y a une certaine ouverture d'esprit dans cette boîte, j'ai peut-être envie d'y travailler parce que rôle modèle, je me dis que c'est possible. J'ai envisagé peut-être un jour d'avoir des enfants, de me marier, etc. Je me dis que c'est possible. Chacun son chemin. Chacun son projet, chacun son chemin. Mais oui, en tout cas, vous vous dites que c'est possible, ce que vous ne vous seriez pas dit dans les autres fonds d'investissement. On ne se dit pas quand on fait un entretien dans une boîte qu'on ne voit que des hommes qui vous font des blagues graveleuses. Je l'ai eu, voilà, tout le monde. Non, mais c'est important de le dire, c'est important de ne pas faire le déni de cette réalité-là. On va finir sur les conseils, je suis désolée, le temps. Je voudrais juste intervenir une minute pour dire que vous avez raison dans ce que vous dites. D'où le fait que moi j'ai éprouvé le besoin au niveau de la BNP Paribas de créer justement un programme d'accompagnement des femmes que j'ai appelé Connectors pour Connectors. ça, pour justement n'être pas que financeur, c'est pas du tout le sujet. Le sujet c'est l'accompagnement et donc c'est l'écoute, c'est l'envie de rencontrer, c'est l'envie de comprendre le projet et d'accompagner dans les différentes étapes. C'est pour ça qu'il faut arrêter de victimiser les femmes. Les femmes, quand on y va, le premier frein c'est nous-mêmes. On a l'impression que ce sont les hommes. On n'est pas contre les hommes. Il y a des hommes qui. Mais personne ne dit qu'on est contre les hommes. Non, mais je dis que le message doit être différent. Ça veut dire qu'on doit dire aux jeunes femmes que quand elles arrivent, elles doivent se battre de la même manière. Bien et sûr. décrocher la chose de la même manière. Pas leur dire et parfois un tout petit peu plus. Les femmes, on est en minorité, donc ça va être plus dur. Non, c'est pas plus dur. Sinon, moi, je suis une femme, je suis noire, je viens des minorités. Mon Dieu, je suis fichue, quoi. Donc, il faut arrêter de dire ça. Il faut dire aux femmes, allez-y. Comme les hommes ne demandent pas l'autorisation. Allons-y. Allons-y. Merci. Merci pour ce bout de gueule, mais vous avez raison, Absatoussi, et on est exactement là pour dire ça. Allez-y, mesdames, foncez. Laurence Fischer, est-ce que vous avez un conseil à donner à toutes les femmes qui vous écoutent là, pour justement qu'elles y aillent? Oui, effectivement, je pense que ça a déjà été dit. Je pense qu'il faut vraiment s'écouter.
Et si le projet est en vous, allez-y, foncez, osez. Et évidemment, c'est un chemin, mais on fait de très belles rencontres. Et les échecs, comme on combat les défaites, ça sert aussi à rebondir, à être plus fort et à en tirer des leçons. Donc, ça a déjà été dit, mais c'est ce qu'on porte en soi. Et quand on l'a en soi, ça avance. Ça fait sens et ça avance très vite. Ah oui. Merci beaucoup. Samantha Jérusalemi, est-ce que vous avez un conseil à donner à toutes les femmes qui vous écoutent ce matin? Y a-t-il des femmes entrepreneurs dans la salle? Avez-vous des beaux projets? Oui, elles ont Alors toutes répondu venez oui. me voir. Avec grand plaisir pour en rencontrer de plus en plus. Le problème, c'est qu'on n'en rencontre pas beaucoup, qu'elles ne lèvent pas la même chose que les hommes. Juste pour rappeler des chiffres, 1,7 million en moyenne de levées pour les femmes contre 3,4 pour les hommes. Et c'est pas qu'elles demandent 3,4 qu'on leur donne 1,7 million, c'est qu'elles demandent 1,7 million. Donc on demande beaucoup moins que les hommes, certainement par raison, pas par manque d'ambition. Vous ne manquez pas d'ambition, donc allez-y, allez-y. Vos projets sont les bons, donc venez me voir. Merci beaucoup, le message est entendu. Absatou, un dernier conseil avant de laisser Marie-Claire conclure. Un dernier message, et c'est dommage, notre ministre est parti, mais il n'y a pas d'enfants bien nés et d'enfants mal nés. On est tous bien nés quand on est enfant de la République. Et il doit y avoir une chance pour tous. Ça veut dire que la méritocratie doit exister, le déterminisme social ne doit plus exister. Et on doit surtout se dire que chaque enfant qui se lève doit potentiellement pouvoir être un entrepreneur et que c'est le dispositif qu'il faut penser pour faire en sorte que dès qu'on est enfant à l'école, on ne dise plus il y a les patrons et les salariés, il y a les entrepreneurs aussi. Et il faut que ça rentre dans notre culture en se disant que tous ces jeunes qui sont condamnés, entre guillemets, à l'échec, finalement, on leur donne trop de prétextes à l'échec, il faut leur donner des prétextes à la réussite. Et pour ça, il faut de l'exemplarité, mais il faut aussi des structures qui les accompagnent à leur façon et pas à la façon forcément des grandes écoles qu'on dupliquerait sur ces jeunes-là. Message entendu, merci beaucoup. Marie-Claire Capobianco pour terminer. Très brièvement, premier conseil, faites-vous confiance. Deuxième conseil, ne restez pas isolés, entourez-vous, networkez, discutez, échangez. Troisième conseil, ne vous limitez pas, donc ayez l'audace effectivement de vous donner les moyens de l'ambition et ayez une grande ambition, osez, osez, osez. Merci infiniment à toutes les quatre. Oser, ambition, je crois que ce sont des mots formidables pour conclure. On les applaudit, non? Ça mérite quand même. Merci beaucoup à toutes les quatre.